la qualité. J'appelle qualité ce en vertu de quoi on vient d'y être terme, mais la qualité est au nombre de ces termes qui se prennent en plusieurs sens. Une première espèce de qualité peut être appelée état et disposition, mais l'état diffère de la disposition en ce qu'il a beaucoup plus de durée et de stabilité. Sont des états les sciences et les vertus, car la science semble bien être au nombre des choses qui demeurent stables et sont difficiles à mouvoir, même si l'on n'en possède qu'un faible acquis, à moins qu'un grand changement ne se produise en nous à la suite d'une maladie ou de quelque autre cause de ce genre. De même, aussi la vertu, par exemple la justice, la tempérance et toute qualité de cette sorte, ne semblent pas pouvoir aisément être ni changées. Par contre, on appelle disposition les qualités qui peuvent facilement être mises et rapidement changées, telles que la chaleur et le refroidissement, la maladie et la santé, et ainsi de suite. En effet, l'homme se trouve dans une certaine disposition à leur égard, mais il en change vite, de chaud devenant froid, et de bien portant malade, et ainsi du reste, à moins que quelqu'une de ces dispositions n'arrive elle-même, avec le temps, à devenir naturelle, et ne soit invétérée et difficile à mouvoir. On pourrait peut-être, dès lors, l'appeler état. Il est évident qu'on tend à désigner sous le nom d'état ces qualités qui sont plus durables et plus difficiles à mouvoir, car de ceux qui possèdent une science peu stable et qui peuvent, au contraire, facilement la laisser fuir, on ne dit pas qu'ils ont l'état de savoir, bien qu'ils se trouvent dans une certaine disposition, plus ou moins bonne, à l'égard de la science. L'état diffère donc de la disposition en ce que cette dernière est aisée à mouvoir, tandis que le premier est plus durable et plus difficile à mouvoir. Les états sont en même temps des dispositions, mais les dispositions ne sont pas nécessairement des états. Posséder, en effet, des états, c'est se trouver aussi dans une certaine disposition à leur égard, tandis qu'avoir des dispositions ne s'est pas possédé par cela même. Dans tous les cas, un état correspondant. Un autre genre de qualité, c'est celui d'après lequel nous parlons de bons lutteurs ou de bons coureurs, de bien portants ou de malades. En un mot, de tout ce qui est dit selon une aptitude ou une inaptitude naturelle, car ce n'est pas en vertu d'une certaine disposition de l'individu que chacune de ces déterminations est affirmée, mais par le fait qu'on possède une aptitude ou une inaptitude naturelle à accomplir quelque chose facilement ou à ne pâtir en rien. Par exemple, les bons lutteurs ou les bons coureurs sont ainsi appelés, non pas parce qu'ils se trouvent dans une certaine disposition, mais parce qu'ils possèdent une aptitude naturelle à accomplir facilement certains exercices. Les bien portants sont ainsi appelés parce qu'ils possèdent une aptitude naturelle à supporter avec aisance tout ce qui peut leur arriver. Et les malades, au contraire, parce qu'ils possèdent une aptitude naturelle à ne pas supporter aisément tout ce qui peut leur arriver. Il en est de même pour le dur et le mou. Le dur est ainsi appelé parce qu'il possède une aptitude naturelle à ne pas être facilement divisé, et le mou parce qu'il possède l'inaptitude corrélative. Un troisième genre de qualité est formé des qualités affectives et des affections, telles sont, par exemple, la douceur, l'amertume, l'âcreté.
avec toutes les déterminations du même ordre, en y ajoutant la chaleur, la froideur, la blancheur et la noirceur, que ce soit là des qualités, c'est clair, car les êtres qui les possèdent sont dits de telle qualité en raison de leur présence en eux. Ainsi le miel, par le fait qu'il a reçu en lui la douceur, est appelé doux, et le corps est blanc par le fait qu'il a reçu la blancheur. Il en est de même dans les autres cas. Qualité affective ne veut pas dire que les choses qui reçoivent ces déterminations soient elles-mêmes affectées d'une certaine façon. Ce n'est pas parce que le miel subit quelques modifications qu'il est appelé doux, pas plus que les autres cas de ce genre. De même, si la chaleur et la froideur sont appelées des qualités affectives, ce n'est pas parce que les choses mêmes qu'ils reçoivent souffrent quelque affection. En réalité, c'est parce que chacune des qualités dont nous venons de parler est apte à produire une modification dans les sensations qu'on appelle ces qualités des qualités affectives. La douceur, en effet, produit une modification du goût et la chaleur du toucher. Il en est de même pour les autres qualités. Cependant, la blancheur, la noirceur et autres couleurs, ce n'est pas de la même manière que précédemment qu'elles sont appelées des qualités affectives. C'est par le fait qu'elles sont elles-mêmes le résultat d'une modification. Souvent des changements de couleur surviennent en raison d'une affection. Le fait est évident. La honte fait devenir rouge, la crainte pâle, et ainsi de suite. C'est pourquoi si on est naturellement sujet à une affection de ce genre, due à certaines particularités de tempérament, il est vraisemblable qu'on possède aussi la couleur correspondante, car la même disposition des éléments corporels qui s'était momentanément produite dans le cas d'un accès de honte peut être le résultat de la constitution naturelle du sujet, de façon à engendrer naturellement la couleur correspondante. Aussi, tous les états de ce genre qui prennent leur source dans des affections stables et permanentes sont-ils appelés qualités affectives? Ou bien, en effet, c'est parce qu'elles prennent leur origine dans le tempérament naturel du sujet que la pâleur ou la noirceur sont appelées des qualités, car c'est elles qui nous donnent notre qualification. Ou bien alors c'est parce que ces couleurs, c'est-à-dire la pâleur et la noirceur, sont survenues à la suite d'une longue maladie ou d'une chaleur torride. Ils ne sont pas faciles à effacer, si même ils ne persistent pas toute la vie. Dans ce cas aussi, on les appelle des qualités, car là encore, nous recevons d'elles notre qualification. Quant aux déterminations provenant de causes aisées à détruire et vite écartées, on les appelle des affections et non pas des qualités, car on n'est pas qualifié d'après elles. En effet, on ne dit pas de l'homme qui rougit de honte qu'il a le teint rouge, ni de celui qui pâlit de peur qu'il a le teint pâle. On dit plutôt qu'ils éprouvent quelque affection. Ce sont donc là des affections et non des qualités. Le raisonnement est le même pour les qualités affectives se rapportant à l'âme. Toutes les déterminations qui, à l'instant même de la naissance, ont pour origine certaines affections stables, sont appelées des qualités. Tel est le cas de la démence, de la colère et autres états de ce genre, car on est qualifié d'après elle de colérique et de fou. Il en est de même pour ces égarements de l'esprit, qui ne sont pas naturels, mais proviennent de certaines autres particularités de constitution difficiles à écarter, ou même absolument immuables. Ce sont encore là des qualités, car on est qualifié d'après elles.
Quant aux déterminations provenant des causes qui se dissipent rapidement, on les appelle des affections. Voici, par exemple, quelqu'un qui, à la suite d'une contrariété, a un accès de colère. On n'appelle pas colérique un homme qui, dans une pareille émotion, se met en colère. On dit plutôt qu'il éprouve quelque affection. Aussi de telles déterminations sont-elles appelées des affections et non des qualités. Une quatrième sorte de qualité comprend la figure ou la forme qui appartient à tout être et, en outre, la droiture et la courbure, ainsi que toute autre propriété semblable. C'est, en effet, d'après toutes ces déterminations qu'un être est qualifié, parce qu'elle est triangulaire ou quadrangulaire. Une chose est dite avoir telle qualité, et c'est encore parce qu'elle est droite ou courbe, et c'est la figure qui donne à toute chose sa qualification. Le rare et le dense, le rugueux et le poli signifient en apparence une chose de telle qualité. Cependant, il semble bien que de pareilles déterminations soient étrangères aux divisions de la qualité, car c'est plutôt une certaine position des parties que chacune paraît exprimer. En effet, une chose est dense par l'étroite union de ses parties entre elles, et rare par leur éloignement réciproque. Elle est polie par l'égalité de niveau, en quelque sorte, des parties, et rugueuse quand certaines d'entre elles sont en relief et d'autres en creux. Sans doute pourrait-on encore découvrir d'autres modes de la qualité. Du moins, les modes qu'on vient de citer sont les principaux et les plus fréquents. Sont donc les qualités, les déterminations que nous avons énoncées. Quant aux choses qualifiées, ce sont celles qui sont dénommées d'après ces qualités ou qui en dépendent de quelque autre façon. Ainsi, dans la plupart des cas, et même presque toujours, le nom de la chose qualifiée est dérivé de la qualité. Par exemple, blancheur a donné son nom à blanc, grammaire, grammairien, et justice à juste, et ainsi de suite. Dans certains cas, cependant, comme on n'a pas donné de nom aux qualités, il n'est pas possible de désigner les choses qualifiées par des noms dérivés de ces qualités. Par exemple, le nom donné au coureur ou au lutteur, ainsi appelé en raison d'une aptitude naturelle, ne dérive d'aucune qualité, puisqu'il n'existe pas de nom pour leur aptitude suivant lesquelles ces hommes reçoivent une qualification, alors qu'il en existe pour les sciences dont la pratique les fait nommer lutteurs ou aptes à la palestre. Une telle science est une disposition. Elle est appelée du nom de science du pugilat ou de science de la lutte. Et ceux qui sont dans cette disposition requièrent dire leur nom de ces sciences même, parfois aussi, même quand il existe un nom spécial pour la qualité, la chose qualifiée d'après elle porte un nom qui n'en dérive pas. Ainsi, l'honnête homme est-elle en raison de la vertu, car c'est par la possession de la vertu qu'il est dit honnête, alors que son nom ne dérive pas de vertu. Ce cas, du reste, n'est pas fréquent. Ainsi donc, sont dites posséder telle qualité les choses qui ont un nom dérivé des qualités que nous avons indiquées, ou qui, de quelque autre façon, en dépendent. La contrariété appartient aussi à la qualité. Par exemple, la justice est le contraire de l'injustice, la noirceur de la blancheur, et ainsi de suite. Et il en est de même pour les choses qui sont qualifiées d'après ces déterminations. L'injuste est le contraire du juste, et le blanc du noir. Tel n'est cependant pas toujours le cas. Le rouge, le jaune et les couleurs de cette sorte n'ont pas de contraire.
bien que ce soit des qualités. En outre, si l'un des deux contraires est une qualité, l'autre sera aussi une qualité. Cela est évident dès qu'on applique à nos exemples les autres catégories. Ainsi, si la justice est le contraire de l'injustice, et si la justice est une qualité, l'injustice sera aussi une qualité. Aucune autre catégorie, en effet, ne conviendra à l'injustice, ni la quantité, ni la relation, ni le lieu, ni d'une façon générale, rien d'autre que la qualité. Il en est de même pour tous les autres contraires tombant sous la qualité. Les qualités admettent aussi le plus et le moins. Une chose blanche, en effet, est dite plus ou moins blanche qu'une autre, et une chose juste, plus ou moins juste qu'une autre. En outre, la qualité en elle-même prend de l'accroissement. Ce qui est blanc peut devenir plus blanc. Cette propriété n'appartient cependant pas à toutes les qualités, mais seulement à la plupart. Soutenir que la justice admet le plus et le moins ne va pas, en effet, sans difficulté. Certains le contestent et prétendent qu'on ne peut absolument pas dire que la justice est susceptible de plus et de moins, pas plus qu'on ne le peut pour la santé. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'une personne possède moins de santé qu'une autre, moins de justice qu'une autre, et il en est de même pour la grammaire et autres dispositions. Quoi qu'il en soit, il est tout au moins incontestable que les choses qui sont dénommées d'après ces qualités sont susceptibles de plus et de moins, puisqu'on dit d'un homme qu'il est meilleur grammairien qu'un autre, mieux portant, plus juste, et ainsi de suite. Par contre, triangle et tétragone ne paraissent pas admettre le plus et le moins, pas plus qu'aucune autre figure. Les choses, en effet, auxquelles s'applique la notion de triangle ou de cercle, sont toutes de la même façon, triangle ou cercle, et quant aux choses auxquelles elles ne s'appliquent pas, on ne pourra pas dire que l'une soit plus que l'autre, triangle ou cercle. Le carré n'est pas plus un cercle que le rectangle, car ni à l'un ni à l'autre, la notion de cercle n'est applicable. D'une façon générale, si la notion du terme proposé ne s'applique pas aux deux objets, on ne pourra pas dire que l'un est plus que l'autre. Toutes les qualités n'admettent donc pas le plus et le moins, tandis qu'aucun des caractères que nous venons de mentionner n'est propre à la qualité. Par contre, semblable ou dissemblable se dit uniquement des qualités. Une chose n'est semblable à une autre pour rien d'autre que ce par quoi elle est qualifiée. Il en résulte que le propre de la qualité sera de se voir attribuer le semblable et le dissemblable. Nous ne devons pas craindre qu'on nous objecte ici que, tout en nous étant proposé un exposé de la qualité, nous avons fait entrer dans notre énumération beaucoup de relatifs. N'avons-nous pas dit que les états et les dispositions sont au nombre des relatifs? Pratiquement dans tous les cas de cette sorte, les genres sont, en effet, des termes relatifs, tandis qu'aucune des espèces particulières ne l'est. Ainsi, la science, comme genre, est, en son essence même, ce qui est relatif à une autre chose, car on dit qu'il y a science de quelque chose. Par contre, aucune des sciences particulières n'est, dans son essence, relative à une autre chose. Par exemple, on ne dit pas que la grammaire est grammaire de quelque chose, ni la musique, musique de quelque chose. Mais si elles sont relatives, c'est seulement par leur genre qu'elles le sont. La grammaire est dite science de quelque chose, non grammaire de quelque chose. Et la musique est dite science de quelque chose et non musique de quelque chose.
Les sciences particulières ne font donc pas partie des relatifs, et si nous recevons telle qualification, c'est seulement d'après des sciences particulières, puisque c'est elles que nous possédons. Nous sommes dits savants par la possession de l'une de ces sciences particulières. Il en résulte que ces sciences particulières en vertu desquelles nous sommes parfois qualifiés sont elles-mêmes des qualités, tout en n'étant pas des relatifs. J'ajoute que s'il arrive à la même chose d'être un relatif et une qualité, il n'y a rien d'absurde à la mettre au nombre des deux genres à la fois.